Bonjour. Trois petites questions au regard de votre présentation. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de en valeur relative du surcoût que représente une telle installation sur un équipement neuf? Je m'interrogeais aussi après sur les questions d'entretien, de maintenance de l'installation, alors en particulier la partie filtration. Ce que ça implique derrière. Après, double réseau, on a déjà un réseau, on en a deux. Bon, je dirais que c'est assez classique. Et puis, est-ce qu'il y a un suivi particulier pour s'assurer du maintien de la qualité de l'eau en A+, également par la suite? Alors, merci pour vos questions, très pertinentes. Donc, en termes de surcoût, aujourd'hui, quand on intègre le coût de la machine plus le coût du dédoublement des réseaux, on est sur des échelles de prix qui vont varier entre 1500 et 2500 euros par logement. Bien évidemment, ça dépend du nombre de logements, mais déjà, si vous êtes dans cette fourchette-là, si vous retenez ces chiffres-là, vous serez dans le vrai dans 80% des cas, un peu plus. Au niveau de la maintenance, elle est cadrée par la loi. Donc aujourd'hui, on a une obligation d'un certain nombre de prestations, de visites mensuelles. Encore une fois, l'idée, c'est d'éviter tout risque sanitaire en maximisant la fourniture d'une eau de qualité. Donc on est sur des contrats de maintenance. Là aussi, c'est difficile de donner un chiffre parce qu'on est au tout début de l'histoire, mais on est sur des tarifs entre 5 000 et 6 000 euros par an, grosso modo. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'intérêt économique, en fait, va dépendre du prix de l'eau localement. Prix de l'eau qui devrait augmenter dans des proportions extrêmement importantes d'ici la fin de la décennie. On parle de plus 50% à horizon 2030. Une augmentation de l'eau, du prix de l'eau qui est liée à l'ensemble des travaux que les collectivités vont devoir faire sur le remplacement de leurs réseaux qui sont vieillissants, qui fuient, mais qui polluent aussi l'eau potable. On parle aussi de mise aux normes des stations d'épuration vis-à-vis de la directive européenne des rues. Donc tous ces éléments-là, en fait, vont participer à ce que l'intégration de ce type de dispositif soit économiquement viable, sans compter, encore une fois, et on l'a vu ces derniers jours, quand il fait très chaud, quand on passe sous un arbre, il fait vachement meilleur. Donc au final, l'intérêt de pouvoir arroser les espaces verts, financièrement, c'est difficile à estimer, mais en termes de bien-être, c'est extrêmement important. Et votre troisième question ? Alors là, je peux parler que de ma machine. Nous, on a une machine qui est bardée de capteurs qui vont permettre de monitorer en continu l'activité de la machine. Et avec l'intelligence qu'elle intègre, elle va être capable d'adapter en fait son fonctionnement pour toujours sortir une qualité d'eau A+. Et si jamais il devait y avoir un souci, elle va être capable de solliciter une intervention de nos services de maintenance de façon autonome. Et si, encore une fois, malgré ça, l'eau ne devait pas avoir cette qualité A+, en fait, elle va se mettre à l'arrêt et automatiquement, en fait, on va basculer sur l'alimentation en eau potable des sanitaires. Ce qui veut dire qu'on a mis en œuvre un design qui permet d'éviter toute rupture de service en cas de problème. Pour compléter, donc du coup, ça va dans le sens de ce qu'a prévu la réglementation, l'a bien prévu. Avec en fonction du type d'usage, qu'on soit en unifamilial ou hors unifamilial, et des types d'eau, il y a des critères de qualité à respecter, qualité bactériologique de l'eau, mais également des critères classiques qu'on mesure aussi sur l'eau potable, qui permettent de se garantir de ça. Et c'est des fréquences de contrôle 1 à 2 fois par an qui sont obligatoires par un laboratoire. Et effectivement, ce qui est important là, dans ce que tu viens de dire et qui est dans la réglementation, et qui n'existait pas par la réglementation qu'on avait précédemment sur la récupération d'eau de pluie qui datait de 2008, il doit y avoir une réversibilité totale du système. C'est-à-dire que si la qualité n'est pas au rendez-vous, il faut que assez facilement, soit de façon automatique ou avec un jeu de 1 à 2 vannes, on puisse rebasculer à 100% sur le réseau d'eau potable pour éviter tout problème et tout risque de contamination. Donc ça, la réglementation a bien prévu la réversibilité du système. Oui. Bonjour. Du coup, moi, c'était un peu le procédé est intéressant. Je pense que tout le monde peut le développer. Du coup, ma question, c'était est-ce que pour avoir cette qualité A+, moi, j'y connais pas grand-chose. Est-ce que du coup, il va y avoir un peu comme le principe d'assainissement non collectif, un principe d'agrément de ce genre de dispositif pour pouvoir réutiliser les eaux grises ?
Donc aujourd'hui, on n'est pas... Si tu veux, on sort complètement du schéma de l'assainissement non collectif, qui est d'ailleurs... Si on refait un jour les textes de l'ANC, il faudrait qu'ils ressemblent à ceux-là. C'est-à-dire que les textes de l'ANC aujourd'hui, ils sont à cheval entre des obligations de moyens et de résultats. Là, la réglementation EICH, elle est 100% obligation de résultat et 100% de responsabilisation du maître d'ouvrage. C'est-à-dire que la réglementation, elle a ouvert pas mal de trucs. On peut utiliser beaucoup d'eau chez soi avec beaucoup d'usages, mais on est responsable de ce qu'on se fait, on est responsable de la qualité de son installation, on est responsable de son suivi. Et aujourd'hui, c'est déjà par rapport à l'ANC, c'est un sujet un petit peu... je ne pense pas que l'État veuille aller vers des agréments ou de ces choses-là, mais aujourd'hui, pour y être, j'y étais c'était il y a 2 semaines, au CSTB, il y a eu une matinée sur ce sujet des eaux non conventionnelles, et on voit bien que la profession s'organise, ce que je vous disais là, sur les compétences des installateurs, sur ces choses-là, et les fabricants de dispositifs aujourd'hui réfléchissent à, pas un agrément, mais les dispositifs d'encadrement de l'innovation, comme les avis techniques, qui vont arriver. Il y a un nouveau GS qui se crée au CSTB là-dessus, et il y aura certainement très très rapidement des avis techniques sur les procédés de valorisation des eaux non conventionnelles. Pour compléter, donc, ce qui est important, c'est l'obligation de résultat. Et sur les prestations de maintenance, le technicien de maintenance doit effectivement avoir les diplômes suffisants et qui sont définis par le législateur. Encore une fois, on touche à un sujet sanitaire, donc il y a un sujet de réassurance. D'où l'importance demain de confier au final l'installation à des sociétés qui sont compétentes et si possible qui vont être capables d'assurer la maintenance, en tout cas sur la première période, pour éviter le schéma traditionnel où si ça ne fonctionne pas, le fabricant va dire au maître d'ouvrage c'est à cause du mainteneur, le mainteneur va dire que c'est à cause du fabricant. Et là, vous partez pour une période un peu désagréable ou en recherche de responsabilité. Bonjour, merci pour vos interventions. Moi, j'avais quelques questions. Du coup, bien sûr, là, on parle de la construction neuve, plutôt sur un bâtiment collectif. Est-ce que c'est des produits qui peuvent être adaptés et adaptables pour un écoquartier à l'échelle de plusieurs familles qui ne sont pas de la même famille, en plus du réseau de traitement d'une ville, politiquement ou économiquement. Et puis, vous parliez du design. Du coup, en termes de durée de vie, même si du coup c'est tout récent, c'est tout neuf, combien de temps ça peut durer ? Est-ce qu'on arrive déjà à chiffrer un peu comme de l'usure d'un véhicule, combien de litres d'eau ça peut durer, combien de pièces, quelles pièces seraient à changer, qu'est-ce que ça impacte en termes de coût ? Voilà, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous, on a une analyse du cycle de vie, un ACV. C'est des éléments qui sont importants quand on parle de construction neuve, parce que vous savez, ils ont des objectifs en termes d'intensité carbone et autres. Donc, on a un ACV de 30 ans et on est en train de travailler pour le basculer sur un ACV de 50 ans. Donc, avoir une machine qui va avoir une espérance de vie de 50 ans. Donc, aujourd'hui, on a de la visibilité, effectivement, sur l'espérance de vie des différents éléments qui constituent la machine, sur les consommables. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je vais perdre tout le monde, mais on a de la visibilité sur ces éléments-là. Après, notre machine, bien évidemment, effectivement, elle est particulièrement destinée aux écoquartiers, qui par définition mettent tout en œuvre pour réduire l'impact environnemental à la construction et à l'exploitation du bâtiment. Donc elle s'intègre parfaitement dans ce type de situation. Aujourd'hui, on est contraint par le cadre réglementaire. Donc à la parcelle, on peut tout à fait imaginer avoir une machine qui va récupérer les eaux de plusieurs bâtiments sur la même parcelle. Par contre, dès lors qu'on a plusieurs parcelles, il y a une contrainte réglementaire qui peut nous obliger à monter un dossier d'expérimentation auprès des autorités régionales de santé ou auprès de France Expérimentation pour passer ce seuil. Mais les ARS, aujourd'hui, elles ont conscience du problème de l'eau et donc sont assez ouvertes à ces projets d'expérimentation. Et après, aujourd'hui, nous, on a une approche qui va concerner le bâtiment collectif. Sur le logement individuel, je sais qu'il y a des prestataires qui se positionnent dessus. Le sujet, en fait, sur le logement individuel, ça va être la contrainte de maintenance mensuelle. Donc là, c'est plutôt des approches qui se font en dehors du cadre réglementaire et qui vont faire appel à la responsabilité individuelle, en fait. Donc nous, aujourd'hui, c'est pas notre marché, en tout cas. J'avais une question sur le fonctionnement, la facturation de l'usage de cette eau. Est-ce que c'est quelque chose qui va être dans les charges de la copropriété ou est-ce que vous avez un système de comptage individuel par logement et quel coût va avoir cette eau par rapport à l'eau du réseau ?
Alors, sur le sujet de la refacturation de l'eau traitée, ça va dépendre du maître d'ouvrage et du règlement de copropriété. Donc on peut imaginer plusieurs configurations où on va mettre un compteur sur chaque logement sur le réseau d'eau filtrée, et donc il y aura une facturation à la consommation. On peut imaginer également que le contrat de maintenance soit intégré dans les charges de copropriété avec une répartition au tantième. On peut imaginer également que la facturation de l'eau à traiter soit un pourcentage de la facturation au global de l'eau potable. Mais ça, c'est plus de notre ressort. Tout va dépendre en fait de la volonté du maître d'ouvrage et comment il envisage son règlement de copropriété. Après, sur le sujet du prix de l'eau, il va être fonction en fait du volume d'eau qu'on va être amené à traiter et qu'on va diviser par le coût du contrat de maintenance. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer dès aujourd'hui en fait une eau qui soit moins chère que l'eau potable. Et là, ça va dépendre du nombre de... Donc l'équation économique va dépendre du nombre de logements, des gisements qu'on va récupérer, des usages qui vont être faits et du prix de l'eau potable localement. Donc ça veut dire que globalement, à partir de 40 logements, on est capable d'amener une économie d'exploitation dès la première année. Encore une fois, c'est juste une idée de prix à revalider en fonction des endroits. Si vous allez dans les dom-toms, par exemple, où on peut avoir de l'eau à 9-10 euros le mètre cube, forcément, à partir de 20 logements, ça peut être pertinent. Si vous allez à l'inverse dans des régions où l'eau est extrêmement peu chère, là, on va plutôt être sur du 60 logements. Donc, mais en fait, l'idée, c'est de le garder en tête, de solliciter un acteur pour qu'il vous fasse une étude de faisabilité. Nous, on sait le faire très rapidement. Et ça va vous permettre de voir quel est l'investissement initial à la construction et quel est l'impact sur la partie exploitation. S'il n'y a plus de questions, il nous reste à vous remercier et puis à vous souhaiter une bonne fin de salon. Merci.